Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Vincent Briand, bonjour. Bonjour Quentin. Un geste très polluant que vous continuez à faire au quotidien, que vous n'assumez pas, mais que vous allez assumer devant moi. Écoutez, je prends des douches encore trop longues. Je dépasse les 5 minutes. Même si je prends des douches froides, c'est quand même un peu long. On peut prendre des douches froides autant de temps qu'on veut. Non, l'eau est aussi une ressource rare. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec en face de moi aujourd'hui Vincent Briand, amateur de douche froide et accessoirement cofondateur de Deepkey, une pépite française qui aide le secteur de l'immobilier à se décarboner. Tout un programme et surtout un logiciel ultra performant que je vous propose de me décrire. Oui, merci beaucoup. Concrètement, notre logiciel, il sert pour des patrimoines immobiliers à la fois à collecter et fiabiliser la donnée qui permet de savoir quel est le bâtiment qui pollue le plus d'un patrimoine et quel est celui qui pollue le moins. Ensuite, chercher à savoir combien il faut investir, où est-ce qu'il faut investir et qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire, comme par exemple changer une chaudière au fioul par une pompe à chaleur ou faire de l'isolation extérieure. Et puis enfin, accompagner la mise en œuvre pour vérifier que les résultats sont bien là. Donc nous, on fait ça pour tous les acteurs qui ont plein de bâtiments. Ces données, elles existent, elles sont encore sous-exploitées, je crois, mais est-ce que vous êtes des chercheurs de data dans une certaine mesure? Est-ce que votre logiciel, vous l'entraînez en lui donnant de plus en plus de possibilités? Vous allez chercher les datas qui n'existaient pas encore et qui étayent finalement, qui étoffent l'empreinte carbone de bâtiments. Complètement. On est parti du principe qu'il y avait déjà trop de données, qu'il fallait commencer par utiliser la donnée existante pour éclairer les choix d'investissement afin de réduire l'impact environnemental et en particulier sur le climat des bâtiments. Et en fait, il y a déjà plein de données qui existent, les données des compteurs, les factures, les données techniques, les données d'usage, les données d'occupation, les horaires d'ouverture, la météo, etc. etc. Ouais. Et donc, comme vous l'avez dit, nous, notre rôle, c'est de collecter cette information et de la fiabiliser. Mais c'est aussi de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. D'interpréter ces datas, oui. Pour faire parler cette donnée et aider à savoir déjà où est-ce que je dois commencer à investir et qu'est-ce que je dois faire concrètement pour réduire mon impact. Et lorsque vous avez toute une panoplie de données, on collecte de l'information pour le compte de plus d'1 500 000 bâtiments, c'est quasiment 3 millions de compteurs sur lesquels on récupère de la donnée tous les jours. Et donc cette matière-là, il vous faut des algorithmes pour lire cette information et comprendre où le bâtiment a des problèmes et où est-ce qu'on peut améliorer. Alors des datas que vous enregistrez, que vous interprétez et que vous rendez ensuite à vos clients sous forme de quoi? De tableaux de bord, de notifications, de plans d'investissement, de plans d'action, et puis ce qu'on appelle les trajectoires de décarbonation. C'est-à-dire, aujourd'hui mon bâtiment il pollue tant, qu'est-ce que je dois faire année après année pour réduire son impact et faire en sorte qu'avant 2050, il soit quasiment à zéro. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des acteurs de l'immobilier qui ne se soucient toujours pas de l'empreinte carbone de leur bâtiment? Moins en moins, quasiment plus. On voit bien l'immobilier, c'est quasiment 40% des émissions de CO2 dans le monde. Et en réalité, les acteurs immobiliers ont compris que pour des raisons réglementaires, pour des raisons de valeur de leur bâtiment, des raisons d'attractivité pour accueillir les locataires, mais aussi pour des raisons d'accès aux capitaux, ils doivent absolument réduire l'impact carbone de leur bâtiment. Réduire l'impact carbone, ça passe par votre technologie. C'est donc isoler les problèmes, là où le bas blesse, dans une certaine mesure. Et ensuite, en revanche, il s'agit de le mettre la main au portefeuille, enfin, pour vous déjà évidemment parce que c'est vos clients, mais de faire des travaux. Absolument. Et ça nécessite énormément de moyens, d'argent, des investissements que les gens ne sont peut-être pas tous prêts à faire. Oui, mais c'est intéressant de voir que malgré la crise économique, malgré l'inflation, les taux d'intérêt qui ont augmenté, la crise que traverse aujourd'hui l'immobilier, les acteurs de l'immobilier sont à fond pour investir à minima pour décarboner leurs bâtiments. Et même à titre personnel, vous le voyez bien, lorsque vous avez autour de vous des gens qui achètent des appartements pour les louer, eh bien, ils sont en train de faire des travaux dans la foulée pour pouvoir les louer à des locataires et pas se retrouver coincés avec les étiquettes qui ne seraient pas suffisamment performantes. Est-ce que vous avez une surface minimum à laquelle vous vous intéressez dans votre portefeuille de clients? Parce que très clairement, un studio de 20 mètres carrés, ça ne vous intéresse pas. En fait, on travaille avec des acteurs qui sont propriétaires ou utilisateurs de patrimoine immobilier, et ce sont soit des banques, des assurances. Vous ne travaillez pas au cas par cas sur des toutes petites surfaces. Alors, ça que je veux dire. In fine, on descend au cas par cas et sur les surfaces, mais on démarre toujours avec l'ensemble du patrimoine. Et là, on parle de 50, 100, 1000 bâtiments à la fois. D'accord. Donc, par exemple, des clients Par exemple, des banques comme BNP ou CMCIC, des assurances comme Generali ou Groupama, des réseaux de centres commerciaux comme Clépierre ou Unibail, des grands détenteurs de patrimoine immobilier comme l'État français, la direction immobilière de l'État, et aussi des chaînes de magasins ou des chaînes d'hôtels.
Entendu. Combien de clients, vous m'avez dit aujourd'hui ? 450 clients. Et d'ailleurs, depuis qu'on s'est vu il y a 2 ans pour la première fois, je suis très heureux d'être là parce qu'on a plus que triplé nos effectifs, mais aussi plus que triplé notre activité, puisque aujourd'hui, on a 450 clients dans plus de 60 pays. À l'époque, je vous parlais de trentaine de pays dans lesquels on intervenait. Aujourd'hui, c'est 65 pays dans lesquels on intervient dans le monde. Le savoir-faire français. On est très fiers, cocorico. Parce qu'à l'époque, on était une entreprise en devenir. Aujourd'hui, on est clairement le leader mondial. On n'a pas trouvé d'acteur qui soit aussi gros que nous dans le monde. Alors, on est un marché encore naissant, donc on reste un acteur de taille moyenne, de petite taille même, à l'échelle d'autres grands acteurs. Mais dans notre secteur d'activité, il n'y a pas plus gros acteur que Deepkey. Combien de collaborateurs chez Deepkey ? 400. 400 collaborateurs. Vous avez monté, donc je l'ai dit, en 2014. Vous avez levé depuis des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Des millions d'euros que vous investissez comment ? Comment est-ce que la répartition de cet argent, vous l'orchestrez chez Deepkey ? Il y a quelques mois après notre première entrevue, on a effectivement fait notre 3e levée de fonds, qui était une levée de fonds de 150 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose qu'on a fait, c'est acheter notre concurrent britannique. Donc on a acheté notre concurrent britannique en 2022. Ensuite, on a monté un partenariat mondial avec CBRE. Donc c'était aussi beaucoup d'investissements de part et d'autre pour faire fonctionner ce partenariat, ce qui nous a ouvert les portes des États-Unis. On a aussi acheté une société à Vinci, du groupe Vinci, qui s'appelle Nuco, qui permet une pépite, qui permet d'évaluer le CO2 embarqué dans les matériaux. Et puis, on a investi massivement dans notre recherche et développement auprès de nos équipes pour justement améliorer encore et pousser encore plus loin notre logiciel pour aider nos clients à réduire leur impact. 400 collaborateurs, et parmi les recrutements, quel genre de profil vous intéresse particulièrement en ce moment ? En ce moment, toujours des commerciaux, des consultants, des experts plus exactement, des développeurs informatiques, des data scientists, tous ces profils un peu techniques, très ingénieurs certes, mais qui à la fois comprennent les enjeux techniques de nos clients et ensuite vont les développer sous forme de logiciels pour répondre à toutes les questions que se posent nos clients. Est-ce qu'il y a une particularité dans la façon dont fonctionne Deepkey, dans la culture d'entreprise de Deepkey qui pousse justement les talents à vous rejoindre, des arguments que vous mettez en avant sur votre culture d'entreprise, des choses un peu singulières peut-être ? Oui, c'est amusant que vous disiez ça, parce qu'on vient de faire une enquête satisfaction des collaborateurs en décembre, et le principal sujet qui plaît aux collègues dans l'entreprise, c'est justement donner du sens à leur métier. Et c'est vrai qu'on n'a pas de problème pour recruter, nous, parce qu'à la fois on est à la frontière entre la technologie, la French Tech, et de l'autre, la décarbonation d'un secteur qui est important, un secteur concret qui est l'immobilier. Et donc vraiment, on attire beaucoup, et je pense que 90-95% de mes collègues sont là pour ça, pour se lever tous les matins et lutter contre le changement climatique. Il faut combien de temps, question volontairement un peu bête, il faut combien de temps pour décarboner un bâtiment ? Les premiers pourcentages, on peut les obtenir en quelques mois. Ouais. Il suffit de mieux réguler les équipements de chauffage, ventilation d'un bâtiment, de sensibiliser les utilisateurs. Mais pour arriver jusqu'à moins 70, moins 80, moins 90%, il faut compter plusieurs années. C'est un plan pluriannuel et parfois ça peut monter à 15-20 ans. L'optimum de Pareto, en gros, le moment où vraiment on peut pas faire mieux. En termes de décarbonation d'un bâtiment, c'est 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, et là, on aura fait le maximum. On aura fait l'essentiel de ce qui est faisable avec les technologies et les prix du moment. Est-ce qu'il y a des infrastructures pour lesquelles il est plus compliqué que d'autres de décarboner ? Ah oui, tous les bâtiments qui reçoivent du public. En fait, tout le problème vient à un moment donné, vous savez, il faut que l'immobilier d'ici 2050 soit quasiment net zéro. Et 80% du patrimoine de 2050, il existe déjà, c'est les bâtiments qu'on utilise. Donc ça veut dire qu'il va falloir rénover massivement les bâtiments qui existent aujourd'hui. Et pour ça, c'est des bâtiments qui sont utilisés. Donc il faut le faire en conditions d'occupation, en conditions d'usage. Donc tous les bâtiments qui se retrouvent dans des centres urbains et qui sont utilisés comme des bâtiments recevant du public, c'est pas simple. C'est pour ça que ça prend du temps. Et plus les bâtiments sont anciens, j'imagine, plus la question se pose. Oui, parce que les bâtiments neufs sont plus performants, globalement, même si l'usage parfois, mais les bâtiments anciens, effectivement, il y a un gros effort sur l'isolation, sur les systèmes de chauffage, sur les matériaux utilisés, donc oui, c'est souvent plus important. Les fameuses passoires thermiques qui font souvent la une de la presse immobilière. J'ai vu que vous avez installé, d'ailleurs, en parlant pas de passoires thermiques, mais en parlant de bureaux et d'infrastructures, j'espère, en tout cas, vos bureaux parisiens sont dans une ancienne concession automobile dans le 11e. J'imagine que ce n'est pas un choix anodin. Ah non, c'est un choix complètement assumé. On est très très fiers d'avoir pris à bail cette ancienne concession automobile, ancien garage, qui pendant 30 ans a été un garage automobile et qui a été rénové en bureau pour nous, avec un minimum d'aménagement locataire. On n'a pris que des meubles de seconde main, les bureaux, les tables, les chaises, etc., quasiment que des meubles de seconde main. Et on est très fiers parce que c'est une opération low carbone.
carbone exemplaire, en plus bien sûr de sa toiture biodiversité, etc. Et nos collaborateurs adorent le cadre de travail parce qu'il est extrêmement lumineux, extrêmement agréable. Et vous avez, j'imagine, sondé, enregistré les datas de ce bâtiment pour la décarbonation. Il est connecté à Deep Kiridi, absolument. D'accord. Et ça fait que 9 mois que nous y sommes, mais déjà on suit la consommation et l'exploitation au quotidien pour consommer le moins possible. Alors parfois il fait un peu froid, mes collègues s'en plaignent un peu, mais on essaye de gérer ça au mieux. Mais un gros pull dans ces cas-là, c'est au début au moins. J'ai lu aussi, donc Vincent Briand, qu'à titre personnel, vous investissez dans le monde associatif et l'écologie depuis votre plus tendre enfance, si je caricature. Vous avez notamment co-créé avec Jean-Marc Jancovici Avenir Climatique. Oui. C'est une expérience dont vous êtes fier ? Extrêmement fier, c'était en 2006-2007. Jean-Marc... Il y a déjà quelques années. Oui, c'est il y a longtemps. Et Jean-Marc m'avait contacté parce qu'il souhaitait lancer une association pour sensibiliser le corps étudiant et le corps enseignant aux enjeux énergie et climat et faire une association qui soit trans-université, trans-grandes écoles. Et effectivement, mon engagement pour la lutte contre le changement climatique avait même démarré encore un peu avant. Et j'ai toujours eu à cœur de chercher à avoir de l'impact au travers du milieu politique, associatif et puis depuis déjà nombreuses années dans le monde de l'entreprise. Et je crois que c'est nécessaire d'aller sur tous ces domaines-là pour avoir le plus d'impact possible parce que ça presse, il faut qu'on se dépêche. Et vous, tout à l'heure, quand vous me décrivez vos clients, vous parliez d'entreprises privées, donc des banques ou des assureurs. Vous avez aussi mentionné l'État. Donc secteur privé comme secteur public sont aussi sensibles, vous diriez, à tous ces enjeux que vous venez de décrire. Oui, ils n'ont pas forcément en revanche les mêmes degrés de liberté. Le secteur public n'a pas toujours les moyens. Alors la direction immobilière de l'État, elle l'a, mais d'autres collectivités ne l'ont pas toujours ces moyens ou pas suffisamment, alors que les entreprises privées, elles ont un intérêt économique à le faire et donc elles mettent volontairement les moyens. Donc les business models, si vous voulez, de ces deux types d'acteurs ne sont pas forcément les mêmes et c'est pour ça qu'on doit soutenir les collectivités locales pour rénover massivement. Et sur ce sujet-là, vous qui travaillez, qui avez du business dans 60 pays, vous avez dit ? Oui, 65. Ouais. Dans 65 pays, est-ce que vous constatez quand vous voyagez que les sensibilités à cela, à ces causes-là, sont les mêmes partout ? Ou alors, dans certains pays, il y a encore une méconnaissance, voire... peut-être pas une hostilité, mais disons, on a des pays où on n'a pas encore saisi l'importance de ces sujets. Je vous disais qu'avec le partenariat avec CBRE, ça nous a ouvert la porte aux États-Unis. Typiquement, quand vous regardez les grandes plaques géographiques, les États-Unis, c'est le plus gros secteur immobilier, ensuite c'est l'Europe, ensuite c'est l'Asie. Mais d'un point de vue enjeu climat et enjeu RSE et ESG, l'Europe est clairement en avant. Aux États-Unis, vous avez vraiment deux pays, par exemple. Vous avez d'un côté la Californie, quelques États, et puis la ville de New York qui sont très en avance, et puis beaucoup d'autres qui sont plus que pas en avance, qui essaient vraiment de ne surtout pas y aller. On pense notamment à la Floride ou au Texas. Donc Vincent Briand, écoutez, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Et donc je vous dis à très bientôt. Très bonne continuation. Merci.